Victoria Neibo, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable de la transformation et stratégie client chez BNP Paribas Cardif. On va parler ensemble tous les deux dans cette conversation de la relation client dans le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, les enjeux liés à la performance de la relation client sont plus que jamais stratégiques pour toutes les entreprises et pour le secteur de l'assurance, bien sûr. Dans un monde en transformation rapide ou ultra rapide, vous allez nous le dire, faut-il simplement améliorer la relation client? Faut-il la transformer ou la repenser en profondeur? C'est en tout cas ce que nous allons explorer ensemble à travers votre regard, vos convictions et vos projections sur l'avenir. Mais avant cela, Victoria, parlez-nous un petit peu de vous, de votre métier, de votre entreprise. Merci, bonjour de m'accueillir tout d'abord. Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis en charge de la stratégie et de la transformation client chez BNP Paribas Cardif France, donc qui est une des filiales du groupe BNP Paribas, une filiale assurance qui, au niveau de la France, comprend 10 millions de clients. Donc, je suis en charge de cette direction qui regroupe toutes les expertises autour du client, notamment l'expérience client, l'expérience collaborateur, la communication client, les processus, la digitalisation, bien évidemment, l'automatisation, la culture client et les réclamations. Plein de sujets qu'on va évoquer ensemble. On va commencer par peut-être poser le décor, si vous en êtes d'accord, Victoria, la relation client en assurance. De quoi parle-t-on aujourd'hui exactement? Bon, schématisons, quels sont les 3 enjeux principaux qui sont les piliers de cette relation? Alors aujourd'hui peut-être, et si on peut se projeter sur demain. Alors je dirais que les 3 enjeux à court terme, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est appréhender l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est entrée dans notre quotidien, on le voit avec ChatGPT, et je pense que ça va foncièrement changer notre façon de travailler et du coup à intégrer pour nos collaborateurs et notre façon d'appréhender le client. Donc ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense, donc je pense que c'est notre premier enjeu. Second enjeu, que l'on s'attelle en tout cas à travailler depuis quelques années, c'est redonner ou réinstaller la confiance entre l'assureur et l'assuré, parce que, il faut se le dire, l'assurance a une image un peu négative depuis quelques années. Donc là, ça va passer par des preuves, par des engagements, des sujets que l'on travaille depuis quelques années déjà, mais qu'il va falloir s'atteler à continuer. Et enfin, je dirais, ça va être une façon d'appréhender les nouveaux besoins de nos clients, les besoins d'immédiateté, les besoins d'accompagnement pour une partie de notre cible, une cible un peu plus vieillissante. Donc comment on s'adapte, comme on le fait depuis des années, mais en accélérant le rythme d'adaptation. Donc on a un triptyque, technologie via intelligence artificielle, confiance. Exactement. Et nouveaux besoins. Justement, la transition est fabuleuse. Merci Victoria. Intéressons-nous aux clients eux-mêmes, le client final. À l'ère du changement, quelles sont selon vous les nouvelles attentes, les nouveaux comportements vis-à-vis de leurs assureurs justement? Alors l'immédiateté, je dirais. Tout de suite. L'immédiateté, ils sont habitués maintenant à j'ai besoin de quelque chose, je le veux et je veux une solution fiable. La simplicité. Rendez-moi l'assurance beaucoup plus simple. Et du coup, ça va passer par le digital, par l'accélération de l'automatisation également. Je dirais aussi l'hyper sur mesure. C'est-à-dire que le client part du principe qu'il nous donne beaucoup de données, il nous donne de ces données et aujourd'hui ça se monnaie. Et du coup, à partir du moment où je vous donne mes données, montrez-moi que vous êtes capable d'adapter votre proposition, qu'elle soit dans la relation ou qu'elle soit dans la proposition de service, à ma situation qui m'est propre. Je dirais aussi beaucoup plus d'éthique et de transparence. On a des clients, de toute façon on est tous clients, mais on a des clients comme tout le monde qui veulent en tout cas être clients d'un assureur beaucoup plus engagé, beaucoup plus transparent, qui utilise un jargon qui est beaucoup plus accessible qu'il ne l'était il y a quelques années. Et puis, je dirais aussi un assureur qui est capable de s'adapter. L'adaptation. Oui.
Adaptation permanente peut-être. Tout à fait. Dans le cadre de la relation client et peut-être dans d'autres cas. On a posé le cadre, Victoria. Vous l'avez posé. Merci. Abordons maintenant les grands enjeux stratégiques des assureurs au sens large, des banques assureurs. Quels sont selon vous les enjeux économiques d'une part et concurrentiels de l'autre, autour bien sûr de la relation client? Alors, grands enjeux économiques, je pense que bien évidemment ça va passer par la réduction des coûts. On a obligatoirement une réduction des coûts qui est nécessaire pour les coûts de la relation client. Les coûts de la relation client. Donc ça passe par de la digitalisation, de l'automatisation. Un autre grand enjeu va être de redonner de la valeur à nos clients. Redonner de la valeur à nos clients, ça veut dire de les fidéliser. De façon à ce qu'ils restent plus longtemps, et donc ça passe aussi par la relation client, de façon à ce qu'ils soient fiers d'être clients, chez BNP Paribas Cardif notamment. Le troisième enjeu va être aussi de faire beaucoup plus de prévention pour pouvoir s'assurer de réduire notre niveau de risque et ainsi de réduire le nombre de sinistres déclarés. Voilà pour les enjeux économiques, pour les enjeux concurrentiels, et notamment parce qu'on voit bien qu'on doit se différencier dans un monde, dans un marché qui commence à être un peu saturé. Et parfois un peu standard, non ? Exact, oui. Donc l'idée va être aussi de se différencier par rapport à ces nouveaux concurrents qui arrivent, des concurrents qui sont peut-être plus dynamiques parce que plus jeunes, pure players, etc. Et aussi anticiper l'arrivée de gros, qui sont des gros possesseurs de data et qui seront peut-être demain en capacité d'aller adresser ce marché qu'ils n'adressent pas aujourd'hui. Vous pensez à des acteurs autres que des assureurs en parlant de ces gros acteurs ? Oui. Des fabricants automobiles, par exemple Alors, pas forcément. Je pense à des plus gros encore, les GAFA. Les GAFAM, d'accord. Le deuxième enjeu, ça va être gagner la bataille de l'expérience client, s'assurer que nos parcours de bout en bout soient complètement fluides et vraiment qu'on soit en capacité de répondre à chacun des besoins des clients, quelle que soit l'interaction qu'il aura avec nous. Et enfin, peut-être proposer des solutions un peu plus innovantes qui s'adapteraient à ce nouveau marché. Une question simple désormais, Victoria, qui rejoint un petit peu les enjeux économiques que vous évoquiez précédemment. Une question ancienne, mais qui trouve son sens peut-être aujourd'hui encore plus. Faut-il privilégier en termes de relations de clientèle l'acquisition de nouveaux clients ou travailler sa fidélisation ? Alors, je suis incontestablement de la team fidélisation. Tout simplement parce que déjà, de manière générale, la fidélisation coûte beaucoup moins cher que l'acquisition. Et puis un client que l'on fidélise est un client qui reste et qui a une valeur client beaucoup plus importante, qui reste chez nous beaucoup plus longtemps, qui est engagé et du coup qui en parle autour de lui, donc qui déclenche de nouvelles acquisitions et qui upgrade dans sa valeur client. Et puis en parallèle, travailler un client, faire de la fidélisation client dans le secteur de l'assurance a d'autant plus d'importance que ça sécurise un portefeuille et l'assurance c'est de la provision pour garantir les risques à venir. Donc, incontestablement, la fidélisation. On va faire un petit détour, mais très important, me semble-t-il, en tout cas vous allez nous le dire, sur les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale et d'inclusion également. Est-ce que ces différentes dimensions qui sont intégrées dans la stratégie des entreprises ont des impacts aussi dans la relation client, la relation quotidienne avec ces clients assurés ? Alors évidemment, oui, je pense que ce n'est plus une option à notre époque. De travailler ces enjeux-là n'est plus une option. C'est définitivement une nécessité stratégique. L'intérêt, il est évident. D'une part, il est se différencier, accroître et renforcer notre réputation, se différencier concurrentiellement. C'est également une façon de fidéliser et d'attraper de nouvelles cibles, telles que les millennials, telles que la génération Z, qui sont beaucoup plus sensibles à ce type d'éléments, et aussi d'acquérir, parce que l'on digitalise, et du coup il faut être plus accessible même d'un point de vue digital, c'est acquérir et élargir notre cible à des populations même un peu plus âgées. Et puis,
tout simplement parce que ça répond aussi beaucoup plus facilement à une obligation réglementaire qui est là. Donc je ne dis pas que nous le faisons pour ça, je dis juste que ça facilite, et d'autant plus, Cardif est d'autant plus engagé dans ces enjeux-là que notre mission est de rendre l'assurance le plus accessible. Donc avec une signature telle que celle-ci, on ne peut que s'engager dans ce... Comment ça se traduit concrètement dans la relation client, par exemple, cet engagement sociétal et environnemental ? Alors, dans la relation client, nous avons des services clients qui sont accessibles aux malentendants, par exemple. D'accord. Oui, et puis nous avons aussi des sites internet qui sont à des normes supérieures à ce qui nous est imposé en termes d'accessibilité. On va parler effectivement désormais de culture client, si vous en êtes d'accord, Victoria. Sûr. Beaucoup en parlent. Beaucoup le déclarent qu'il faut que l'entreprise ait une culture client. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la culture client, ça s'invente ou est-ce que ça se prouve ? La culture client, ça se travaille. Ça se travaille ? Ça se travaille, exactement. Chez BNP Paribas Cardiff, on la mesure grâce au cost system, notamment un système, une mesure particulièrement scientifique qui mesure l'intégralité de l'orientation client de chaque collaborateur de BNP Paribas Cardiff. Et la culture client, c'est l'ensemble des valeurs et des comportements de chaque collaborateur qui vise à placer le client, sa satisfaction au centre de la stratégie. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la culture client, la transformation client. Et ça, chez Cardiff, on l'a bien compris puisqu'on le mesure. On s'est rendu compte que ça a été un véritable déclencheur pour nos plans d'action. On a lancé des plans d'action de transformation client. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ces plans-là qui nous ont permis d'atteindre un NPS qui s'approche des 50. Donc, on est particulièrement fiers de cela. Et du coup, sans ces actions que l'on a menées, notamment, vous avez dû le voir peut-être dans la presse déjà, mais nous avons mené des actions de construction d'une customer room pour faire venir notre client au sein de BNP Paribas Cardiff. Et nous avons différentes actions où notre COMEX rencontre les clients lors de tables rondes. Donc la culture client se travaille et se mesure, ce que nous faisons chez BNP Paribas Cardiff. On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure, si vous êtes d'accord, Victoria. Vous avez parlé tout à l'heure d'immédiateté, mais moi, je voudrais revenir sur immédiateté, besoin client, bien sûr. J'aimerais revenir sur l'organisation interne. On entend beaucoup parler d'évolution entre le front office, le middle office, le back office, qui sont... typiquement dans certaines entreprises des silos en fait. Oui. On entend aussi dire que le back-office prend de plus en plus de place dans le cadre de la relation client avec les clients. Qu'est-ce que vous en pensez en général ? Alors je dirais que ce sont des termes que nous n'utilisons plus aujourd'hui en interne. Complètement désuet. On parle de service client avec un grand S, un grand C. Et en termes d'organisation, on n'y est pas complètement encore. On a encore des plateformes téléphoniques qui se chargent d'accueillir les clients. En revanche, nous tendons vers une organisation qui est beaucoup plus simple. Nous avons l'exemple de l'organisation que nous menons pour un parcours sur les bénéficiaires dans le cadre d'une succession où justement ce sont les personnes qui gèrent la succession qui sont en contact direct. Donc on tend plutôt vers une organisation où la personne qui reçoit l'appel est la personne qui devient l'interlocuteur dédié du client et qui s'occupe de sa demande de bout en bout. Donc alors il y a un périmètre aujourd'hui qui est développé, comme je l'ai dit, sur les successions. Oui. On tend aussi à le faire sur la partie des réclamations. D'accord. Parce que c'est aussi une vitrine de notre activité chez BNP Paribas. Mais on n'y est pas encore complètement. Mais c'est vraiment une transformation qui est en train de se mener. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, on désilote. Oui, tout à fait. C'est de désiloter en fait. On parle de service client. On parle de service client et en termes d'organisation, ça se traduit également par une intégration complètement intégrée au service du client. Si on se projette un petit peu sur l'avenir, 2030 ou dans les années qui viennent. Vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, les enjeux liés à l'IA. C'est quoi le rôle du conseiller, entre guillemets, humain, excusez-moi du terme, mais certains ont des conseillers digitaux, mais c'est quoi dans l'avenir le rôle du conseiller humain ? Alors, est-ce qu'il va disparaître ou est-ce qu'il va je pense qu'il ne disparaîtra pas. Je pense qu'ils vont être complémentaires.
hein, la partie virtuelle et la partie humain. Et dans un secteur comme celui de l'assurance, l'humain doit rester au cœur, et notamment parce que, en général, un client, quand il utilise nos produits, au-delà de l'épargne, j'allais dire, c'est qu'il rencontre un problème. Donc, s'il rencontre un problème, il a toute une partie administrative sur laquelle on peut l'aider, etc., de manière peut-être demain un peu plus automatisée. En revanche, sur la partie accompagnement, dans des moments un peu plus sensibles, il aura toujours besoin de ce lien. Justement, ça rejoint ce que je vous disais en introduction sur le lien de confiance et sur l'humain ne pourra pas remplacer, l'humain justement ne pourra pas être remplacé. Ne pourra pas être remplacé par l'IA sur la partie approche de confiance, et justement réinstaller ce niveau de confiance, créer le lien de façon à ce que le client soit rassuré et reste chez nous encore plus longtemps. Donc un rôle qui tente à se valoriser d'une certaine façon, grâce à la technologie. Oui, exactement. Donc et pour répondre à l'immédiateté souhaitée par le besoin de l'assuré. Alors, l'immédiateté, effectivement, sera plutôt assurée par la partie IA, et la partie accompagnement humain sera traitée demain par le service client. Très bien. On a évoqué tout à l'heure rapidement, vous l'avez évoqué Victoria, la technologie, et surtout la technologie utilisée pour améliorer, ou en tout cas quantifier, la performance de la relation client, les outils de mesure. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui indispensable de transformer en profondeur la matière de mesurer la satisfaction? Certains disent que certains indicateurs sont plus tellement adaptés au monde dans lequel nous vivons. Certains évoquent même d'outils un petit peu désuets. Je ne fais pas de procès d'intention à quiconque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va évoluer, ces outils de mesure de performance de la relation client? Alors, je pense qu'on n'aura pas le choix. Tout simplement, vous comme moi sommes clients, et nous voyons dans nos boîtes mail le nombre de mails que nous recevons aujourd'hui nous demandant de nous exprimer sur le niveau de satisfaction que nous avons par rapport à l'expérience que nous venons de vivre avec tel ou tel service client ou telle expérience. Ça, aujourd'hui, on voit que les taux de réponse à ce type de mail sont en chute, mais on en a énormément. Donc sont en chute, pas possible. Ouais. Donc l'idée, c'est d'une part de trouver d'autres moyens, et les autres moyens passeront par la lecture et l'analyse de tous les feedbacks clients que nous avons, soit grâce à du speech-to-text par rapport aux appels téléphoniques, soit par l'analyse de nos emails qui nous arrivent, sur des messageries sécurisées sur nos espaces clients, de façon à pouvoir mieux interpréter et capter, et d'une part l'émotion, et d'autre part les motifs de mécontentement, pour mieux aider nos clients demain. Les enquêtes de satisfaction de 45 questions sont condamnées? Ça, c'est terminé. Déjà, y compris chez vous? Oui, ça déjà, aujourd'hui, nous faisons des questionnaires de satisfaction qui sont très courts, parce qu'on voyait qu'on avait une déperdition incroyable plus le questionnaire était long. Oui. Et donc à l'avenir, c'est la captation en fait des différentes datas qui se trouvent dans les centres de relations clients. Aujourd'hui déjà, ce sont nos verbatim, c'est-à-dire qu'on pose 2-3 questions à nos clients et on met une question ouverte de façon à récolter un maximum de verbatim de nos clients. Donc demain, ça sera effectivement l'analyse de tout ce que nous disent nos clients, que ce soit en voix ou à l'écrit. Vous n'utilisez pas, par exemple, des indicateurs très reconnus, le NPS, ce genre de bien choses? sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, alors en plus c'est dans mes équipes, donc je ne vais pas dire que ce n'est pas un bon indicateur. Je pense que ça reste l'indicateur qui nous permet de le mesurer aujourd'hui. Est-ce que c'est l'indicateur de demain? Je n'en suis pas complètement persuadée. Vous avez d'autres indicateurs en complément de cet indicateur-là, je suppose, comme beaucoup d'acteurs? Oui, l'effort client, la satisfaction, et on mesure maintenant le niveau d'émotion des communications, et également l'intensité des propos grâce à l'analyse de verbatim. Oui. D'accord. Vous analysez les émotions les émotions dans le cadre des appels clients. Oui, tout à fait.
D'accord. Écoutez, je suis heureux de l'entendre dire parce que je pense qu'aussi c'est un vecteur très important pour... voilà, mais le plus important c'est vous, Victoria Naïbo. Je crois qu'on a terminé cet échange. Je vous remercie 1000 fois d'avoir répondu aux questions. Je rappelle que vous êtes responsable de la transformation et stratégie client au sein de BNP Paribas Cardiff. Vous avez livré vos convictions, votre vision. C'était vraiment très, très intéressant. Mille merci et à très bientôt. Merci, à bientôt.